louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis c'était les lundis, je sortais avec 5. Louez Dieu. Amis, frères, fidèles téléspectateurs de la LWC, bienvenue sur Une heure dans la cité. Nous sommes aujourd'hui vendredi, un vendredi plutôt spécial, un peu comme tous ces autres vendredis où ensemble nous essayons d'apporter notre regard, un regard un peu particulier, une observation un peu particulière sur l'actualité, non seulement nationale mais internationale aussi, comme quoi les choses ne se passent pas seulement chez nous mais ailleurs aussi. Aujourd'hui, nous allons justement, comme tous ces vendredis, là, discuter, voir qu'est-ce qui s'est passé déjà dans la ville de Bafoussam, hors de la ville de Bafoussam, et puis voilà, à l'étranger, et essayer de voir où est-ce que tout cela nous achemine, comment est-ce qu'on devrait comprendre ou alors vraiment comprendre cette actualité. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui et nous croyons, nous avons l'assurance que vous êtes là, vous avez pris le rendez-vous avec nous et que voilà, on va pouvoir ensemble, puisqu'il ne s'agit pas que de nous sur le plateau ici, mais de vous aussi de l'autre côté, puisque l'émission se veut interactive, vous avez donc la liberté tout au long de l'émission d'intervenir chaque fois que cela vous chante justement, chaque fois que cela vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Je suis accompagné ce soir, voilà, ça va être un peu particulier, il s'agit, et je précise, du pasteur Mgossi. Pasteur Mgossi, bonsoir. Bonsoir Pasteur Marcel. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Living Water Channel. Je voudrais passer un très grand coucou à tous nos internautes. Voilà, il faut dire, on les oublie la plupart du temps. Ils sont très nombreux, toutes ces personnes qui de temps en temps nous regardent sur Facebook et Twitter et tout le reste. Il faut quand même dire que nos émissions commencent à être voilà, parmi les plus prisées sur la toile. Ah ouais. Voilà, merci vraiment pour ça. Chers les spectateurs, on va prendre une transition. Ce serait juste le moment pour vous déjà de vous rendre compte qu'il s'agit d'un direct. Après quoi, nous allons continuer. Louez Dieu. Ce qui m'attendait, Louez Jésus. tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis c'était les lundis, je sortais avec 5. Louez Dieu. Louez Jésus. Louez. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus. Je précise que c'est Une heure dans la cité. Et vous savez, comme par habitude, vous êtes des téléspectateurs un peu particuliers. Voilà, parce que vous êtes à l'honneur dans cette émission particulière aussi. La première des actualités qui nous intéresse, et j'ai dit c'est avec vous, Pasteur Mgossi, c'est voilà, le fameux problème. Je vais peut-être dire le fameux PB, en parlant de ces ordinateurs qui ont été distribués ici et là, quelque part à Yaoundé. Je ne sais pas trop si ça a été le cas à Douala, parce qu'on sait que de ce qui avait été promis, une partie seulement de ces ordinateurs est arrivée et que voilà, ça a déjà été distribué entièrement. On attend la deuxième partie pour que tous les étudiants au Cameroun justement puissent en bénéficier. Je ne sais pas si on doit parler de bénéfices, mais pour un cadeau, c'est déjà quelque chose. Mais ce qui attire particulièrement notre attention ici aujourd'hui, c'est deux choses. La première, il faut le dire, c'est que, je ne sais pas si on va parler de rumeurs, mais on nous laisse comprendre ou entendre que ces fameux ordinateurs ou notebooks, comme on a dit, sont dans, en fait, on les retrouve à l'avenue Kennedy et ces ordinateurs sont vendus pour 50 000 francs.
quand on regarde cette situation particulière, est-ce que c'est une manière pour ces étudiants qui sont en train de les vendre de dire ça ne me sert à rien du tout, alors je m'en sépare, je m'en libère tout simplement, ou d'un autre côté, c'est une autre manière encore d'exprimer que la vie est tellement dure et qu'on aurait fait mieux encore que de donner seulement des ordinateurs aux étudiants. Comment vous analysez justement ce fait-là? Merci Pasteur Marcel pour l'entame de l'émission. On commence avec les ordinateurs. Je veux dire les notebooks PB, voilà, qui PB. sont devenus PB. Voilà, exactement. Ça fait deux définitions. Les notebooks Paul Biya Paul qui Biya. sont devenus des problèmes. Des problèmes, voilà. Excusez-moi, chers téléspectateurs, je voudrais dire ici qu'il est écrit noir sur blanc dans la parole divine que la ruse est du diable. Celui qui est rusé est un diable. Ouais. Alors, lorsqu'on parle de don, excusez-moi d'aller à la Genèse avant d'arriver à ce que vous avez dit que les ordinateurs se retrouvaient déjà À l'avenue Kennedy, à Yaoundé, voilà, est vendu pour 50 000 et francs. vendu pour 50 000. Voilà. Je dirais que la ruse est du diable et celui qui utilise la ruse est un enfant du diable, sans toutefois indexer qui que ce soit. Voilà. Et je voudrais poursuivre en disant que on saurait déjà premièrement parler de cadeau lorsque on vous fait payer quelque chose. Voilà. Alors ce n'est plus un cadeau. Pasteur Marcel, si je prends mon téléphone et que je vous remets pour vous faire payer ce téléphone, Voilà. plus tard d'une manière ou d'une autre, ce n'est plus un cadeau. Ça c'est vrai. Ce n'est plus un cadeau. Ça c'est vrai. Je ne vais pas entrer dans les définitions de ce qu'on appelle un cadeau. Un cadeau, voilà. Maintenant, allons-y maintenant sur le prix et sur le fait que les ordinateurs, les notebooks, j'ai du mal à appeler ça ordinateur. Ordinateur, voilà. Vraiment, j'ai du mal parce que ça ne réalité, le mérite pas justement. ça ne l'est pas, ça ne l'a jamais été. Donc, maintenant, ça se retrouve à l'avenue Kennedy. Comment est-ce que ça se retrouve à l'avenue Kennedy? Pourquoi est-ce que ça se retrouve à l'avenue Kennedy? En principe, une analyse simple. Si ça se retrouve à l'avenue Kennedy, ça veut dire que ça ne répond pas aux attentes des étudiants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme quoi cela ne leur est pas utile. Ça ne leur est pas utile. Ça ne leur est pas utile. Malheureusement, un certain, je ne sais pas où il a encore agrégé ou quoi, a dit que qui nous a sorti les mathématiques informatiques de, je sais pas, de son univers en disant que 32, version, 32 qui est plus grand que 500 ou alors égal à 500 gigas. Voilà. Donc, voilà. On nous a fait croire, c'est sorti même de la bouche du ministre le nommé Jacques Famdongo, si je peux bien le nommer ici, que ces ordinateurs allaient à la valeur de 300 000 francs. De 300 000 francs. Aujourd'hui, ils sont vendus à l'avenue Kennedy à 50 000. À la valeur qui convient, beaucoup d'analyses justement s'accordent pour le dire. Voilà. À la valeur qui convient depuis le jour où on nous a présenté ces ordinateurs, on a continué à décrier que c'était des choses qui se vendaient chez Alibaba à 50, 60 000. Voilà que les enfants, on les retrouve maintenant dans la rue à 50 000 francs. Je crois que ce serait même moins, puisque on trouve beaucoup de défaillances. Voilà. J'ai vu sur des réseaux sociaux un atelier de dépannage là où beaucoup sont allés là-bas pour essayer de dépanner. C'est même notebook. C'est même notebook. Alors, je crois que ça fait à peine un mois qu'on les a distribués. Ils ont commencé à avoir des pannes et on a besoin de maintenance. Déjà même pendant qu'on distribuait, avant une semaine, on montrait, il y avait déjà certains de ces notebooks qui présentaient des défaillances au niveau de l'écran. Ah, ça c'est sûr. Qui présentaient des défaillances au niveau de l'écran. Voilà ce que c'est. Voilà ce qu'est devenu les notebooks. Voilà. Et je ne sais pas, ma foi, je ne sais pas si le gouvernement, si les membres du gouvernement, ou alors je dirais le chef du gouvernement qui a été élu, entre guillemets, par le peuple, voilà, il y a quelques années, reste sourd, ou encore
il est au courant de la chose et il a décidé de ne pas réagir. C'est ce qui va constituer notre deuxième question, ou alors notre deuxième intérêt pour cette question-là, ces fameux ordinateurs PB qui initialement voulait bien dire Paul Biya, mais qui aujourd'hui veulent seulement dire ou nécessairement problème. J'ai dit le deuxième point qui justement attire notre attention, c'est que jusqu'ici le président est silencieux sur la question, parce que lors de la présentation des vœux, on a remarqué, c'était quelque part, je crois le 1er janvier ou le 2 janvier, s'il faut le dire, on a remarqué qu'il y a eu cet incident là à la présidence où le ministre de l'enseignement supérieur, après avoir salué le président, avait l'air de vouloir expliquer quelque chose, et tous les internautes sur la toile ont assemblé vouloir dire il y a un problème, il y a des tensions, le président est peut-être au courant de ce qui s'est passé, et voilà, et des sanctions vont suivre. Mais on a l'impression que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien du tout. Le président n'a peut-être pris aucune décision, un peu comme pour dire il est d'accord avec ce qui s'est passé, il le savait déjà dès le départ, et qu'il n'y a que les étudiants qui ont reçu ces notebooks qui ont tous leurs yeux pour pleurer. Écoutez, pasteur Marcel, à ce que je sache, par rapport à notre prince et ses créatures qui sont ses sbires, je dirais que j'ai une petite expérience avec le prince, c'est que généralement il fonctionne comme la lanterne rouge. Donc il va très lentement, on attend. Mais je me pose juste la question à savoir, parce que le fait qu'il aille très lentement, le peuple s'impatiente. Voilà. Et Dieu seul sait, nous sommes dans une année électorale. Nous savons ce que ça peut faire, c'est pas très bon pour lui. Malheureusement. La seconde des choses, pasteur Marcel, c'est que malheur, si demain le prince arrive à laisser le palais, au profit de quelqu'un d'autre, je crois que même si entre guillemets, on aura certaines personnes à protéger, beaucoup vont payer les pots cassés. Beaucoup vont payer les pots cassés. Oui. Voilà. Vous semblez dire que le président aujourd'hui se comporte comme un véritable lion qui ne bondit pas directement sur la proie, mais qui prend le temps, j'ai envie de dire, de mettre en place une stratégie. Un peu comme si vous semblez aussi dire qu'il attend un autre événement encore peut-être plus compliqué que celui qui est déjà arrivé pour pouvoir frapper du poing sur la table. Non, mais pasteur Marcel, vous connaissez la loi... comment dire, les lois de notre pays, on ne peut pas poursuivre un sbire en fonction. Il faudrait que le prince le revoque de ses fonctions avant qu'il soit suivi. Mais maintenant, là n'est pas le problème. Là, le problème, c'est est-ce qu'on a coté à la CONAC le dossier. Le dossier, si on a coté à la CONAC le dossier, alors la CONAC pourrait, je ne sais pas, pardon, je ne sais pas s'il faudrait encore donner je sais pas moi, une nouvelle feuille de route à la CONAC pour qu'elle agisse. Je crois qu'elle a déjà une feuille de route et j'ose croire que normalement elle devrait déjà enquêter dessus et pour faire un rapport. Donc ce sont des institutions, elles doivent aller selon elles entendent, selon leur plan d'action, et bon voilà, on attend. Voilà, et puisque vous parlez de la CONAC, peut-être l'occasion pour le préciser, est-ce que cette institution, si vous voulez, cette organisation se sent encouragée dans son travail lorsqu'on sait qu'au final, la plupart des personnes qui sont incriminées et parfois dans des cas vraiment terribles ne sont pas poursuivies? Est-ce que vous trouvez qu'elle continue d'être encouragée justement dans sa responsabilité et celle justement de révéler au grand monde, de révéler au grand public qui sont les corrupteurs, qui sont les corrompus et tout le reste? Est-ce qu'elle est encore aujourd'hui encouragée quand au final, on ne fait pratiquement rien? Écoutez, pasteur Marcel, si vous êtes, je prends le cas d'une famille, vous avez des enfants et puis vous demandez à l'un de puiser de l'eau et de remplir des fûts. Et pendant qu'il est en train de le faire, et il essaye de jongler. Et puis vous demandez à un autre de surveiller. Et pendant qu'il est en train de surveiller, il vous amène les rapports chaque jour. Pensant que vous allez corriger des personnes. Et vous ne le faites pas. Vous pensez qu'il va toujours continuer à faire son travail aisément avec le même zèle qu'au départ.
Je ne pense pas. Moi, je crois que la CONAC continue à faire son travail, mais pas avec le zèle. Le zèle, voilà. Le zèle du premier jour. Donc, la CONAC, Voilà. pardon, autant pour moi, n'a plus ce zèle-là du premier jour. Certainement, ils font leur travail juste parce que, bon, certaines personnes doivent nourrir leur famille. Voilà, exactement, justement, puisqu'ils sont Certaines payés pour personnes, ce travail. oui, et ils doivent voilà. nourrir leur famille. Sinon, si beaucoup à la CONAC avaient la conscience, ils auraient démissionné depuis. Voilà. On va donc conclure sur ce chapitre des ordinateurs, comme pour dire, on n'aura pas atteint, ou alors l'État, ou le président qui a offert ces cadeaux n'aura pas atteint le but escompté, si vous voulez. Parce qu'il faut dire, initialement ou au départ, le but, c'était déjà d'encourager ces étudiants. Oh Dieu sait combien ils sont nombreux au Cameroun et combien ils ont besoin d'être soutenus lorsqu'on sait aujourd'hui que l'enseignement supérieur n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ce n'est pas toujours très évident. Et voilà, c'était un geste comme pour encourager, comme pour soutenir. Et on a l'impression aujourd'hui que le but n'a pas été atteint. Non mais, Pasteur Marcel, excusez-moi. Moi, je pense que, en plus de ce que vous êtes en train de dire, parlant de but, qui est d'encourager, ça c'est ce qu'on voilà. nous a montré, mais si on retourne la pièce, on va constater, à nos larmes que en réalité le but n'était pas d'encourager les étudiants. En réalité, je ne veux pas entrer dans ce débat, mais je crois que le but nécessairement n'était pas d'encourager les étudiants. Vous êtes donc de ceux-là qui pensent que c'était plus politique, voilà, un geste d'amour, d'amitié, voilà, un peu comme un parent qui voudrait faire quelque chose pour ses enfants. Vous pensez que c'était plus politique, vous aussi? Une manière, un peu comme certains s'accordent à le dire, de préparer les élections. Bon, je n'irai pas jusque-là. Je dirais tout simplement que je reviendrai avec une autre question. Je prendrai toujours le cas de la famille. Pasteur Marcel, vous avez les enfants chez vous. Vous pensez que lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, vous payez les études, vous payez les cahiers, les sacs, c'est pour faire quoi? Justement, c'est pour leur donner tous les accessoires. Voilà, c'est un devoir, c'est une devoir responsabilité. Voilà. C'est un devoir, c'est une responsabilité que vous accomplissez. Bon, maintenant, s'il faut l'encourager, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me donnez peut-être une idée. S'il faut l'encourager, certainement vous allez l'acheter des bonbons. Oui, possible. Certainement vous allez l'acheter les bonbons, vous allez l'acheter les beignets, peut-être lui donner, en plus de son petit déjeuner, vous allez lui donner quelques pièces pour aller à l'école. Mais, Pasteur Marcel, cela ne sera jamais remboursable. Vous comprenez très bien? Cela ne sera jamais remboursable. C'est pourquoi je vous dis et je vous dis encore qu'il ne s'agit pas en réalité d'encouragement. Vous ne saurez encourager quelqu'un en lui donnant quelque chose qu'il finira par payer d'une manière ou d'une autre. Je voudrais étaler en chutant en disant que si on voudrait encourager les étudiants, moi je pense qu'on devrait plutôt encourager ceux-là qui sont en fin de formation. Ça veut dire ceux-là qui sortent et qui ont besoin d'emploi, ils ont emmagasiné des connaissances, alors qu'ils devraient nécessairement commencer à pratiquer pour être utile pour la nation. Voilà comment on encourage les gens en les mettant sur le marché de l'emploi. C'est comme ça. Voilà comment est-ce qu'on pouvait les encourager les Camerounais, les jeunes Camerounais. Voilà. C'est ce que je pense et c'est ce que je crois. D'accord. Toute chose qui reste encore pour le moment une utopie, quelque chose pour lequel on devrait encore rêver et peut-être prier, voilà, que les choses se mettent en ordre dans notre cher, beau pays. Nous allons poursuivre, chers téléspectateurs, et cette fois, et c'est toujours avec vous, Pasteur Ngossi, nous parlons de la CAF qui a fait son tour, cette délégation justement de la CAF qui est venue, j'ai envie de dire, prendre connaissance de connaissances, je veux préciser, de qu'est-ce qui a déjà été fait ici en préparation justement de la CAN que nous devons organiser en 2019. Je rappelle, c'est un événement voilà, quelque peu particulier, je dis vraiment particulier, un des plus grands, j'ai envie de dire, organisé en Afrique. Et voilà, on a eu cette opportunité particulière de l'organiser cette fois. Et la CAF est venue, elle a fait son tour. Je crois qu'elle a terminé. J'ai l'assurance en raison des informations qu'on a eues jusqu'ici qu'elle a terminé. Et j'ai envie de dire une délégation qui part satisfait. À votre avis, c'est sur la base de quoi? Lorsqu'on sait que jusqu'ici, la plupart des analystes se sont accordés pour dire on n'était même pas prêt, il ne fallait même pas qu'on s'aventure sur ce terrain, c'est-à-dire en essayant d'organiser cette CAN et tout le reste, mais une délégation de la CAF qui arrive et qui repart vraiment satisfait de ce qui est fait jusqu'ici.
À votre avis, c'est sur la base de quoi? Des terrains qu'on a déjà construits, il s'est passé quelque chose dont on n'a peut-être pas la connaissance aujourd'hui? Bon, ben, Pasteur Marcel, je voudrais noter ici que s'ils sont satisfaits, en venant, je crois que Johnny, leur patron leur a donné une feuille de route. Une feuille de route, bien sûr. Oui, donc s'ils partent étant satisfaits, ça veut dire que les avancées de travaux vont bon train. Mais, excusez-moi, les Camerounais ont un petit peu besoin de beaucoup plus que ça. Il y a longtemps, par le football, on a endormi les Camerounais. C'est pourquoi les Camerounais se posent les questions aujourd'hui. Ils sont satisfaits par rapport à quoi? Voilà. C'est là toute la question. Ils sont satisfaits par rapport à quoi? Justement. Et ils sont satisfaits parce qu'ils se disent non, selon le cahier des charges qu'on a remis au Cameroun, les choses avancent. Mais les Camerounais, c'est parce que les Camerounais sont dans une position, comment dire, une position où du ouf, une position où la goutte d'eau a débordé le vase. Alors quand quelqu'un vient dire vraiment moi je suis satisfait, ils disent mais ben tiens, sur la base de quoi? Sur la base de quoi? En fait, voilà. Nous on attend mieux que ça parce qu'on sait qu'on est capable de faire mieux que ça. Donc voilà en principe ce qui se passe. C'est pourquoi les Camerounais, beaucoup de Camerounais se posent la question, ils sont satisfaits sur la base de quoi? Excuse-moi Pasteur Marcel, ils sont passés à Bafoussam et les 2 jours avant qu'ils ne passent à Bafoussam, on a vu comment les engins se sont déployés sur le tronçon de Tamja et sur le tronçon qui va, comment on appelle, le côté de l'esplanade, la place des fêtes. On a vu comment les engins se sont déployés et moi je me pose la question. Je me pose la question à savoir. Et je l'ai toujours dit ici là. Après, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? On va si dans notre pays, pour faire quelque chose, il faudrait que des gens viennent, des contrôleurs viennent de l'extérieur. Si dans notre pays, si dans notre nation, pour faire quelque chose, il faudrait qu'il y ait des événements, il faudrait attendre des contrôleurs des qui événements. arrivent et tout le reste. Mais je dis que là, on a un grand problème, un sérieux problème. Ça ne devrait pas se passer ainsi. On devrait être fiers de notre pays. Et en ce moment, on se dit, on commence à douter beaucoup de cela. Qu'on a nommé, élu pour nous diriger. Voilà. Parce qu'on se pose des grandes questions. Pourquoi en Afrique, bon, pas en Afrique, il faut dire que c'est un fait quand même qu'on constate, qu'on remarque au niveau du Cameroun, pourquoi est-ce qu'on attend toujours lorsqu'il y a des événements particuliers ou des gens qui doivent venir avant d'aménager, avant de mettre les choses en place, et dès que ces gens sont partis ou ces événements sont passés, voilà, la vie continue, j'ai envie de dire, son quotidien, un peu comme s'il ne s'était rien passé. Et voilà justement la misère. J'ai une amie qui parle de timbrer les routes, parce que ce qu'ils sont en train de faire justement, c'est vraiment timbrer les routes. Et puisque après que la CAF, puisqu'ils sont même déjà partis de la délégation, il faut préciser, est passée et puis elle est partie, les mêmes creux vont se retrouver à ces endroits et la circulation va être rendue tellement compliquée. J'ai quelqu'un d'autre qui disait, mais ce temps-là où on a timbré les routes et qu'on parvient à circuler rapidement, est-ce que les gens ne se rendent pas compte de combien les choses vont un peu plus rapidement? Parce que, et les gens sont moins stressés. Vous savez, quand vous conduisez et que la route n'est pas bonne, ça vous stresse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, juste le peu de temps où on a quelque peu aménagé les routes et qu'on peut circuler librement, les gens sont à l'aise, la circulation, le flot est vraiment fluide et tout le reste. Pourquoi on ne devrait pas partir sur cette base pour comprendre que un peu de confort suppose moins de stress et moins de stress suppose des Camerounais encore bien plus productifs? Non, mais Pasteur Marcel, vous parlez d'un peu de confort, suppose qu'on a moins de stress. Mais je vais vous dire une chose. Le délégué du gouvernement, lorsqu'on lui posait des questions par rapport à la ville de Bafoussam et son désenclavement, mais il a dit que lui, il ne ressent pas les trous qu'on est en train de lui dire dans les routes. Peut-être parce qu'il a un confort qui est au-dessus des autres. Je veux parler des grosses voitures que le gouvernement leur donne pour rouler là-dessus. Finalement, ça fait que
tout ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer à se remplir les poches au lieu de travailler pour le peuple. Je dirais ici que Pasteur Marcel, si les Camerounais, si le gouvernement essayait de réduire le coût de vie de ces personnes, je crois que on aura un plus. Même ne serait-ce que dans notre budget, ça veut dire ou alors dans les projets pour notre pays. Une sorte de gestion de l'administration à la Thomas Sankara, quelque part au Burkina Faso, il fut une époque. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais oui, bien sûr. Dites-moi, comment est-ce que, par exemple, comment un gouverneur peut se retrouver avec 4 voitures de service? Waouh, c'est plutôt particulier. Et Si pas c'est n'importe quelle pas voiture. n'importe lesquelles, voilà. Pas n'importe quelle voiture. Comment un délégué du gouvernement peut se retrouver avec 3 voitures de service? Et pas n'importe quelle voiture. Non, Je ne veux même pas, je ne vais pas parler de ministre, je ne vais pas parler de comment dire, de généraux. Vous savez, nous sommes dans une forme de gestion, peut-être en Afrique ou au Cameroun, qui n'est pas basée nécessairement sur le charisme. Quand je parle de charisme, je vois un personnage, je vois une personnalité plutôt particulière qu'on appelle Nelson Mandela, qui à l'époque pouvait venir au Cameroun dans des sommets de l'UA et tout le reste en chemise, habillé simplement, et qui jusqu'alors continuait de soulever, alors si vous voulez, des foules et tout le reste. Mais on a une gestion basée sur une autre forme d'influence. Vous savez, lorsqu'un cortège de voitures est en train de passer, ça attire l'attention de tout le monde. Et du coup, tous ceux qui sont dans le En plus, cortège... ça met la population en mal. Bon, je ne sais pas en quoi ça met Ah oui, bien sûr, ça met la population en mal parce que Marcel, on bloque les routes. Alors, on est incapable de circuler librement pour le peu qui nous... On est incapable de circuler librement pour vaquer à nos occupations parce que un X ou Y... Écoutez, le peu de temps que cette commission a fait à Bafoussam, vous savez combien de fois on a bloqué les routes? Ben, je ne sais pas trop. Je ne sortais peut-être pas trop en ce moment-là. Ce que j'essaie de préciser, c'est quoi? C'est qu'à votre avis, à quoi ça ressemblerait un gouverneur à mobilette ou en simple voiture? Est-ce qu'il aurait toujours la même influence que celle peut-être qu'il a maintenant en raison justement de la grande maison dans laquelle il vit, du beau bureau qu'il a et voilà peut-être de toutes les voitures de service qu'il a avec les gardes du corps et tout le reste? Est-ce que vous pensez que tout cela réduit, peut-être démuni de tout cela, est-ce qu'il aurait la même influence auprès de la population? Lorsqu'on connaît les mentalités par exemple des Camerounais qui ne respectent que ce qui est grand à leurs yeux. Ok, d'accord. Pasteur Marcel, je vais vous poser... Est-ce que je vais vous poser une question? Je dirais, le juge, lorsqu'il est assis sur son siège, avec, comment ils appellent ça, une sorte de marteau. Une sorte de marteau pour prononcer un jugement. S'il va en mobilette, il est moins qu'un juge. Ah bon, sauf qu'il a son titre. Il est moins qu'un président de tribunal? Non, surtout pas, certainement pas. Bon, ok, d'accord. À cette heure-ci, un gouverneur en moto serait quand même serait pas chose faisable, mais réduisons une voiture voilà, avec un coût quelque peu considérable. C'est ce que je voudrais dire. Les grosses voitures dans lesquelles ils roulent, c'est des hommes d'affaires qui devraient rouler là-dedans. C'est pas les membres du gouvernement. Ça veut dire que les bons de carburant aujourd'hui, les membres du gouvernement ne payent pas le carburant. Ils ne vont jamais, tu vas jamais le voir à une pompe et tendant, je sais pas moi, de l'argent pour payer du carburant parce qu'ils ont des bons de carburant. Le carburant est de plus en plus cher et ce qui en souffre, c'est la population. Il faut voir toutes ces choses. Est-ce que ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle les avantages de service? Bon, ben maintenant, je crois que ces avantages de service doivent être revus. Parce que le peuple en souffre. Écoutez, le peuple en souffre. Parce qu'il faut préciser que c'est la population qui paye tout ça. Il faut exactement. Voilà. Exactement. Et qu'est-ce que la population a en retour? Voilà la grande question. Qu'est-ce que la population a en retour? Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes à cette étape, nous sommes à ce niveau justement de notre émission aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes en train de faire un tour d'horizon de l'actualité en essayant de la commenter un peu différemment, de dire ce que nous aussi, nous pensons justement de qu'est-ce qui se passe ici et là. Nous allons à ce niveau prendre une transition. Nous serons revenus après pour continuer. Louez Dieu, louez
chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. C'était le temps de souffler un tout petit peu et voilà, de repartir. Et voilà, on repart avec une autre chose qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est l'annonce. Je ne sais pas si on va parler ici d'annonce ou de rumeur ou voilà. On nous fait savoir que les Chinois viennent bientôt et qu'ils vont construire les routes à Bafoussam. Je ne sais pas si vous avez vous aussi écouté ou alors entendu cela quelque part, mais c'est comme un message d'espoir. Ça ravive le cœur de plus d'une personne à Bafoussam en ce moment parce qu'on nous a dit d'accord, on est en train de timbrer les routes, mais ce n'est que la phase initiale. Après, voilà, les vrais techniciens vont venir et ils vont faire voilà, tout le reste. Pasteur Marcel, les Camerounais sont devenus des didymes. En d'autres mots, des Thomas. Des Thomas. Voir avant de croire. Voir avant de croire. Parce qu'au Cameroun, on en a tout vu. On a vu de toutes les couleurs. Alors, il ne suffit pas de dire nous voulons voir la chose. Lorsque c'est une bonne chose. C'est un bon projet. C'est un bon projet. Mais s'il reste dans les tiroirs comme d'habitude, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et comme je dis, ça constituera un autre sujet dans les commentaires, dans les bars et tout le reste. Oui, comme d'habitude. Mais je crois que si c'est vraiment dit, et je crois que ça a été dit avec une suite. Pourquoi je dis que ça a été dit avec une suite? Parce que on a un challenge devant nous qui est la CAN. Et on ne saurait faire cette canne sans goudronner, voilà. 2 ou 3 routes. Voilà. Mais maintenant, quelle est l'étendue ou alors quel est le kilométrage que Bafoussam aura en termes de goudron? Est-ce qu'après la canne, ce serait vraiment bénéfique voilà. pour la population de Bafoussam? Là, vous parlez maintenant en termes de durée justement de ces routes-là. Oui, exactement, parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Au Cameroun, on a été habitué au provisoire. On a été habitué au provisoire. Donc, c'est ça. Le peu qu'on a là, c'est le peu de goudron qu'on a là, c'est ce qu'on a pu faire lorsque le comice agro-pastoral venait à l'ouest. Donc, en dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Comme vous dites, tout est à refaire. Et justement, honnêtement, lorsqu'on regarde dans la ville de Bafoussam, en termes de route, tout est vraiment à refaire. Tout est vraiment à refaire. Pasteur Marcel, je dirais que, voilà, le stade municipal n'a pas de route. Là où un stade qui est pris, et je crois qu'on est déjà en train de faire les réflexions là-bas, voilà. Un stade qui est pris pour un camp d'entraînement, il y a l'autre stade, le côté de Nzete. Oui, en allant à Toket. En allant à Toket, la route est impraticable. La route est impraticable. Il faut encore espérer aujourd'hui que ces routes-là entrent voilà, dans leur projet et que les choses seront faites. En plus, hein, les désengorgements du stade Kouekong, c'est en brousse. C'est pourquoi je dis, mais est-ce que ça va réellement profiter aux populations de Bafoussam? Jusqu'alors, on verra. Parce qu'une autre plaine, c'était voilà, partir, arriver jusqu'à là-bas lorsqu'il y a des matchs et tout le reste. Assurer son transport pour revenir, ce n'est pas toujours des choses pratiques. Mais quelque chose quand même qui constitue une note d'espoir dans cette question des routes, et ce qu'on nous laisse entendre, et je veux croire que c'est encore la vérité, que le budget alloué justement à la réfection de ces routes ou alors pour gourdonner ces routes n'est plus sous le contrôle du délégué du gouvernement, mais désormais des maires. Est-ce que ce n'est pas déjà un changement lorsqu'on sait qu'en janvier, nous sommes en janvier, en début janvier, c'était le 31 décembre, lorsque le président faisait son discours, il parlait d'une décentralisation qui sera plus prononcée en 2018. Est-ce qu'il ne faut pas déjà l'avoir, j'ai envie de dire, un pas en avant vers voilà, la réalisation de cette décision-là? Pasteur Marcel, ma crainte n'est pas à ce niveau. Ma crainte est sur la moralité de ceux qui vont gérer l'argent. Ça veut dire que vous avez encore un problème. On pensait que le problème c'était le délégué du gouvernement. Aujourd'hui, on vous dit que c'est les maires qui désormais vont gérer le budget voilà, alloué pour la réfection des routes. Vous ne trouvez pas qu'il y a déjà là un certain espoir? Excusez mon silence. C'est juste que je suis en train d'essayer de... Je suis en train de voir ce film. Ce Camerounais lambda qui est en train de dire mais ben, tiens, pourquoi ne pas
moi aussi me sucer le doigt lorsque tel a fait. Oui. Qu'est-ce qu'on l'a fait? Alors, comme quoi, c'est ça le problème. Nous sommes dans une chaîne et rien n'est prêt à s'arrêter pour le moment. C'est ça le problème. Moi, je pense que le tout n'est pas de donner l'argent, mais le tout est d'avoir un contrôle systématique sur ce qui va être fait avec cet argent. Cet argent, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord, on espère. En tout cas, une pas chose... Pas seulement oui. un contrôle systématique, je dirais même des sanctions très violentes à l'endroit de ceux-là qui vont essayer de tenter de faire quelque chose. D'accord. Ce que les populations de Bafoussam ou de partout ailleurs au Cameroun justement veulent, c'est que finalement on ait des routes et qu'elles soient bien faites et qu'elles nous soient vraiment profitables. Lorsqu'on regarde à Bafoussam, on sait une chose, c'est qu'on en a particulièrement besoin. La saison sèche, voilà, a réduit tout le monde au même niveau. Riche ou pas riche du tout, on est tous sales, tous engagés dans cette poussière. Et comme je disais à une de nos émissions ici, en saison sèche, toutes les maisons à Bafoussam ont la même couleur. Comme quoi, voilà, c'est ça la dure réalité. Nous allons poursuivre et puis quelque chose aussi qui attire notre attention et voilà, c'est plutôt quelque chose de triste, quelque chose de terrible. Et c'est quand on sait que les Camerounais sont entrés en 2018 déjà entrés, mais voilà, le mois de janvier a suffi pour qu'ils passent de l'autre côté et parfois de manière très terrible. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Pasteur Ngossi, sur cet accident survenu à Tchang il y a encore quelques jours. Voilà, ce bus, on nous parle d'un bus, je ne sais pas trop, clandestin. Je ne sais pas sur la base de quoi il est traité de clandestin, ce bus particulier, et qui a fini dans, si vous voulez, la falaise et qui a ôté la vie à pratiquement 20 Camerounais et plus, certaines personnes le disent. On en est où justement aujourd'hui encore à nous faire comprendre que des bus peuvent circuler sur nos routes sans être affiliés ou alors attachés à une compagnie voilà, qui fait, ou alors une agence de transport tout simplement. Écoutez, Pasteur Marcel, ça montre encore la légèreté du ministère de Transport et la légèreté de nos forces de l'ordre qui brillent par leur manière et leur bon vouloir de bien s'asseoir dans les bureaux climatisés et d'aller choquer une carte dans le distributeur à la fin du mois. Voilà ce qui se passe en réalité. Pourquoi? Parce que moi je pense que le ministère du Transport et les forces de maintien de l'ordre devraient avoir des unités mobiles pour contrôler les chauffeurs. Le bus est clandestin, c'est vrai, mais il est quand même parti de quelque part. Voilà, il a traversé quand même des contrôles de police. Et c'était pas son premier voyage. Et c'était pas son premier voyage. Donc, excusez-moi, chers téléspectateurs et internautes, il y a ce problème de vue. Numéro 1. Je ne sais pas si les chauffeurs, les yeux sont... si le ministère de Transport se rassure que lorsque quelqu'un est à bord d'un véhicule, si on l'a fait le test je ne sais pas si je veux parler de visibilité. Vous voulez que tous les chauffeurs se fassent, je ne sais pas, vont voir des ophtalmologues ou je ne sais pas quoi, pour voir si... Non, mais je crois que c'est vous qui vous êtes quand même, vous connaissez quand même la matière, donc vous êtes quand même docteur, en plus d'être pasteur. Je crois qu'il y a quelques petits tests, pour savoir si la visibilité de quelqu'un, d'un homme, d'un citoyen lambda est correcte. Et je crois qu'on devrait donc associer au ministère ou alors aux forces de maintien de l'ordre des personnes capables, bien formées pour tester ce genre de choses. En plus de la visibilité, il y a ce qu'on appelle la lucidité. La lucidité, très important, c'est même encore plus important. Par moment, on rencontre des chauffeurs qui sont sous. Il a déjà pris 2, 3, 4 bières et alors il vient se mettre sur un volant, oubliant que ce sont des vies, des pères, des mères, des enfants, des grands-pères, des gens qui sont derrière lui. Il y a la lucidité. Il y a le manque, dans la lucidité, on a ça, il y a aussi, je crois, le manque de sommeil. Le manque de sommeil. Je ne sais pas si on contrôle toutes ces choses. Est-ce que, avant que quelqu'un ne sorte d'une gare, il est en même
Voilà. de voyager. Et même s'il est en même de voyager, si il y a plusieurs contrôles Voilà. en route. Excusez-moi, partant De Tchang, de- parce de- que de- voilà, de- c'était... de- prenons le cas de Bafoussam. Oui. Partant de Bafoussam Mhm. pour Douala, Mhm. il y a au moins 4 contrôles. Wow. Je veux dire Carrefour Tchang ici, Oui. il y a un contrôle. Mhm. Avant d'arriver à Tchang, je crois il y a 1 ou 2 De contrôles. contrôle, oui. Et il y a, comment on appelle ça, le péage. Le péage, oui. Je crois que à arriver à un certain niveau, lorsqu'un chauffeur a roulé, les forces de maintien de l'ordre qui sont en route devraient passer un second contrôle. Mm. Parce que ce sont des vies des personnes. Imaginez-vous que c'était votre enfant qui était dans cette voiture, ou bien votre oncle, ou bien votre frère, et que vous étiez en route. Vous n'avez pas pu empêcher. Mais lorsque vous parlez de contrôle, je sais que vous avez voyagé et vous continuez de voyager. Vous savez en général que lorsqu'un policier stoppe une voiture, ni le chauffeur ni les passagers ne sont d'accord pour qu'il contrôle quoi que ce soit. En fait, le moment le plus, ou alors qui rend le plus mal à l'aise en général dans les bus et tout le reste, lorsque un policier entre et demande les cartes d'identité. Lorsque vous parlez donc de contrôle, est-ce que vous pensez que les Camerounais sont, je ne sais pas, prêts déjà pour patienter pour qu'un contrôle soit fait, pour qu'on se rassure que le chauffeur peut-être qui conduit est dans toutes les dispositions qui conviennent pour le faire, et que la voiture justement, le bus peut-être qu'on a pris, je sais pas, est dans toutes les conditions qui conviennent et peut faire le voyage jusqu'à arriver sans qu'il y ait de problème particulier. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui, passagers la plupart du temps, sont patients suffisamment pour accepter Pasteur cela? Marcel, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Les Camerounais ne sont pas fâchés contestant l'action. Mais les Camerounais sont fâchés. Lorsque je parle d'action, c'est du contrôle. Ouais. C'est le style de contrôle qui est un problème pour les Camerounais. C'est pourquoi les Camerounais sont fâchés. Quand vous parlez de style de contrôle, oui, vous ils font supposez tout, quoi? mais sauf contrôler L'essentiel. l'essentiel. Ça veut dire leur contrôle n'est pas pour préserver la vie des nobles citoyens camerounais qui se retrouvent dans un véhicule X. Mais leur contrôle, c'est juste pour préserver, je sais pas moi, leur tontine, ou alors pour ajouter une dalle à leur maison. Ou encore pour s'acheter une nouvelle voiture et aller se vanter au village. Oh là là. Voilà en quoi est-ce que consiste leur contrôle. Et sauf que ce jour, on a 20 de nos frères camerounais qui sont partis comme ça, à peine être entrés en 2018. Une manière un peu terrible pour certaines familles d'avoir commencé cette année. Encore, ça ne s'est pas arrêté. Là, on a signalé d'autres accidents dont je ne vais peut-être pas donner la précision ici. Mais voilà, c'est quand même terrible que l'année ait commencé comme cela pour certaines personnes. Chers téléspectateurs, nous allons aborder encore quelque chose et on reste, je ne sais pas si heureusement ou malheureusement à Tchang. Il s'agit, vous avez écouté l'histoire et peut-être regardé sur les réseaux sociaux de cette femme, probablement originaire de Tchang si vous voulez, qui revient des vacances avec son mari, un blanc, un français. Les précisions ont été données et qui logeait chez eux, dans leur maison. Apparemment, la dame avait été chez eux et c'était dans leur maison. Et puis, voici comment l'histoire commence. Le mari a peut-être ingurgité quelque chose, je veux dire manger, et puis il se plaint de certaines malaises. Il paraît qu'il fait de la diarrhée. Alors il envoie le chauffeur aller chercher quelques médicaments, ce que le chauffeur fait. Et entre-temps, madame se plaint comme quoi elle ne dort pas bien. Alors elle demande à brûler de l'encens. Et elle le fait une fois, apparemment les choses ne marchent pas, elle le fait une autre fois encore. Sauf que plus tard, je crois peut-être le lendemain ou alors plus tard tout simplement, on vient découvrir, et je crois que c'est le chauffeur qui le fait, que monsieur et madame sont morts. Et les premières nouvelles nous parlent morts d'asphyxie. Comment vous analysez la situation? Ok, Pasteur Marcel, ça c'est la première analyse des enquêteurs morts par asphyxie. Asphyxie, voilà. Maintenant, l'enquête poursuit son cours et je ne sais pas, peut-être on aura d'autres éléments qui vont encore mieux nous renseigner, mais déjà à l'entame, je dirais que c'est pourquoi il est important d'appartenir à Christ. Très important d'appartenir à Christ. Parce que pour quelqu'un qui a connu le Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui vit dans la chrétienté, ne va jamais prendre peur de dormir dans sa maison en brûlant quoi que ce soit. Ça c'est d'un. Oui. Maintenant de deux.
ce que je sais quand même de l'encens, Oui. je ne sais pas à quel degré elle a brûlé ça, est-ce qu'elle y a ajouté, mais je ne pense pas que, je sais pas, que ça puisse... Parce qu'on se pose aujourd'hui des questions. C'était quelle quantité d'encens brûlé? Est-ce que les pièces étaient hermétiquement fermées au point peut-être qu'on a voulu fuir, on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas eu incendie? Est-ce qu'au moment où on a commencé de suffoquer, on ne pouvait pas simplement ouvrir la porte et s'enfuir? On a encore aujourd'hui besoin de l'avis, si vous voulez, je ne sais pas si des autopsies, parce qu'on... Excusez-moi, voilà. pasteur Marcel. Numéro 1, j'ai vu la carrure de la maison sur les réseaux sociaux. Oui, ce n'est pas n'importe quoi comme maison. C'est pas en tout cas. n'importe quoi comme maison. Et je me dis, quelle que soit la quantité, je crois, il faudrait qu'on soit vraiment dans une chambre hermétiquement fermée, voilà. Et qu'on allume l'encens. Et même jusque-là, même dans son sommeil, si on allume de l'encens, on sera étouffé. On commence à être étouffé. On commence à être étouffé, on va probablement se réveiller et balancer la main sur l'interrupteur et voir ce qui ne va pas. Surtout que c'était des adultes, pas des enfants. Des enfants. Et là encore, on sait en général, un enfant, même un bébé, lorsque la nuit il s'étouffe, il pleure. Il laisse savoir que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, de là de toutes les façons, telles que les enquêteurs l'ont dit, ce n'est qu'une première hypothèse. Voilà. Ce n'est qu'une première hypothèse. Bon. Donc, moi, je pense que les enquêtes vont suivre leur cours et de plus en plus, on aura de plus en plus d'informations là-dessus. Voilà. J'espère qu'on ne va pas mettre l'enquête dans les oubliettes, on ne va pas ouvrir sans fermer, comme d'habitude au Cameroun. Voilà. Il faut dire que d'aucuns pensent que monsieur et madame se livraient peut-être à des activités exotériques. Par exotérisme, j'entends quelque chose de spirituel, pas toujours très clair aux yeux du profane. D'aucuns encore, c'est tout un coup monté. Il s'est probablement passé quelque chose dans cette maison dont on a tous l'ignorance. Mais une chose reste certaine, c'est que 2 personnes sont mortes et ce n'est pas une situation justement qui laisse qui que ce soit à l'aise. Peut-être un peu perplexe, mais il s'est passé quelque chose à Tchang, dont on espère encore aujourd'hui, que cette affaire soit entièrement élucidée. Vous voulez dire quelque chose? Oui, pasteur Marcel, toutes ces possibilités ne sont pas écartées. Toutes ces possibilités ne sont pas écartées. Vous savez, les Blancs ont leurs mœurs et qu'ils ont apporté, qu'ils ont déporté en Afrique. Je vois ici les pactes de sang, etc. On en parlait encore hier voilà. Avec le pasteur Romial. C'est possible qu'il y ait eu un deal, un pacte quelconque. C'est aussi possible que ce soit aussi commandité. Voilà. Maintenant, encore qu'on sait qu'à Tchang, il se passe mille et une choses. Tchang est réputé, surtout ces universités, il faut préciser, pour des choses qui attirent toujours de l'attention, et non seulement l'attention de ceux qui y vivent nécessairement, mais du Cameroun de manière générale. Oui. Maintenant, on laisse le soin aux experts qui sont les enquêteurs de nous dire, c'est vrai que c'est pas une histoire de 2 Camerounais, mais c'est une histoire, il y a un Français, et ce qui est sûr, c'est que il faudrait bien que, je crois que cette fois-ci l'enquête sera ouverte et bien fermée, et on pourra nous donner la suite. La suite, mais toutes ces possibilités ne sont pas exclues. D'accord. On va poursuivre, on va avancer, chers téléspectateurs. Je rappelle encore que nous sommes vendredi et voilà, on est dans le week-end. Et comme on le fait par habitude, le vendredi, on parle de l'actualité. On la commente un peu différemment et on essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce que tout cela nous amène, où est-ce que tout cela nous achemine simplement. Et quelque chose qui nous intéresse aussi, et c'était, on est allé dans les rues pour s'enquérir, un peu comme ça s'est fait en général en janvier. C'est de savoir, on a souvent dit janvier suppose difficulté, et janvier suppose non seulement problème aussi, parce qu'on sait qu'en décembre on a dépensé, on a lourdement dépensé, et que la plupart du temps en janvier il ne reste peut-être plus grand chose, et que on doit commencer l'année. Janvier, c'est aussi le moment en général où on doit payer soit les deuxièmes ou les dernières tranches à l'école, parce que la scolarité, ce n'est pas toujours chose facile et très évidente au Cameroun. Mais en faisant le tour, on s'est rendu compte, par exemple dans la ville de Bafoussam, que les gens ne ressentent pas ce mois comme ça a été jusqu'ici. En fait, Bafoussam est en train de poursuivre son cours normal, les activités vont bon train, comme quoi, peut-être en décembre, on n'a pas beaucoup dépensé. Je le disais déjà ici, c'est que l'effervescence des fêtes
a beaucoup diminué. Je dirais pas seulement à Bafoussam, mais je dirais dans tout l'étendue du territoire camerounais. Je dirais même que l'effervescence des fêtes a chuté à au moins, on peut se retrouver à peut-être à 30%. 30%. D'il y a, je sais pas moi, d'il y a 5-10 ans. On peut se retrouver à 30% aujourd'hui l'effervescence. Donc, en d'autres mots, les gens ont pris conscience. Pasteur Marcel, je me rappelle que pendant la période des fêtes, j'ai dit ici que pour moi, tous les jours s'égalent. Tous les jours s'égalent. Et je ne ressens pas une certaine, comment dire ça, un certain engouement, voilà. de vouloir faire quelque chose. Le jour où je sens que, je sais pas moi, je dois inviter des amis chez moi, peut-être faire un bon méchoui. Vous pouvez penser à moi le jour où vous le faites. Voilà. Alors je le fais, je ne vais pas attendre le 25 décembre. Je ne vais pas attendre le 25 décembre. Je ne vais pas attendre le 1er. C'est parce que les Camerounais, et il faut aussi le dire, que les finances se font de plus en plus rares. Voilà. Les finances se font de plus en plus rares. Ça fait que les gens deviennent un peu plus conscients et peut-être prudents. Et prudents. Donc, à l'époque, les finances ne se faisaient pas de plus en plus rares. Les gens, c'était facile, voilà. et tout. Donc, les gens mettaient quelque chose de côté pour faire la fête. On avait son 12e et 13e mois de salaire, voilà, c'était suffisant, les choses n'étaient pas chères. Et voilà, on pouvait faire la fête. Malheureusement, pour les Camerounais, les choses vont décroissantes et ils prennent conscience et commencent à réfléchir un petit peu au niveau de... comment dire, de l'économie, voilà. Ne serait-ce que du panier de la ménagère. Exactement. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais comme on a dit, en essayant de faire le tour, on s'est rendu compte. Et ce n'est pas seulement à Bafoussam, dans pratiquement beaucoup d'autres villes. La vie continue son cours normal. C'est un peu comme si les fêtes n'ont pas maigri, les fêtes n'ont pas, j'ai envie de dire, rendu les gens démunis. On a été sages en décembre lorsqu'on dépensait. J'ai envie de dire, ou envie de croire pour la plupart des personnes. Alors voilà, chers téléspectateurs, on poursuit. Et puis voilà, on nous signale là qu'on doit prendre une transition. On va le faire. Louez Dieu. Ce qui m'attendait, Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis c'était l'église, je sortais avec 5. Ce qui m'attendait, Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Souvent les jeudis c'était l'église, je sortais avec 5. Chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. On poursuit et on rappelle quand même, et en raison du titre qui est affiché sur votre écran là maintenant, c'est le tour d'horizon de l'actualité et nous continuons de la faire simplement. Et autre chose qui attire notre attention, et c'est toujours avec vous, Pasteur Mgossi, faut dire que nous ne sommes que deux aujourd'hui. Et voilà, ça se passe aussi très bien.
Le concours de la police, on nous laisse entendre que ça fait pratiquement 6 mois. On l'a fait, et 6 mois exactement qu'on n'a pas de résultat. Certains parents, à un moment donné, ont commencé de penser que leur enfant avait simplement échoué lorsque tout le temps les enfants revenaient pour dire il n'y a toujours pas de résultat. Mais la grande réalité, justement, c'est qu'il n'y a pas de résultat depuis que ce concours a été fait. Qu'est-ce qui se passe, justement? Vous avez une information, qu'est-ce qui explique que 6 mois après qu'on ait fait un concours, il faut dire que c'est une particularité au Cameroun en ce moment. Qu'est-ce qui explique qu'on n'a pas de résultat jusqu'ici? Je me souviens que l'une de mes belles-sœurs a fait aussi ce concours. Et bon, je me dis qu'on est encore en train de corriger les feuilles. On corrige les feuilles encore, 6 mois. Je me dis qu'on est en train de corriger les feuilles, mais à leur manière, comme ils l'ont fait avec le concours de l'ENAM, où les listes, il y a déjà les listes, et chacun apporte sa liste pendant que les enfants des pauvres sont en train de se battre à écrire, et les enfants des riches. Vous pensiez que si c'était vraiment le cas, 6 mois, c'est pas plutôt beaucoup pour commencer à faire ces restructurations, choisir qui va passer, qui ne va pas passer, c'est pas beaucoup, 6 mois? Peut-être ces enfants de riches, ou alors ces personnes qui ont le pouvoir de... C'est une histoire de combo. Excuse-moi, nous sommes au Cameroun et les gens, nous savons comment ça fonctionne. Nous savons comment ça fonctionne. Ils attendent que les gens aillent monétiser pour leurs enfants. Ça peut, comment dire, ça peut occasionner un certain nombre de retards. Et maintenant, il y a aussi les listes que je ne sais pas moi, peut-être un chef de tel groupement va envoyer, ou bien de telle division va envoyer. Il faut voir comment insérer tout ça, sans toutefois oublier qu'il faut prendre aussi pour voiler les yeux quelques personnes qui auront eu, je sais pas moi, la chance ou alors la grâce de figurer dans ça. Parce qu'en réalité ça ne s'explique pas. Même comment dire, le BEPC, qui est un examen vraiment très avec un effectif encore, avec un effectif vraiment pléthorique, encore plus pléthorique que le concours de la police. Il ne met pas 3 mois. Il ne met même pas 2 mois à sortir. Sauf que là, on est en 6 mois. Et il y a beaucoup, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cela, qui au Cameroun en ce moment s'accordent pour dire peut-être le gros souci que l'État en ce moment, c'est d'intégrer ces nouvelles personnes justement dans la fonction publique, leur donner un matricule. C'est des choses qui sont plutôt assez difficiles maintenant lorsqu'on sait que les questions d'argent au Cameroun aujourd'hui ne sont pas toujours très faciles. Vous pensez quoi de cela? Que l'État a une difficulté aujourd'hui, c'est celle justement d'intégrer toutes ces nouvelles personnes qui, par le moyen de ce concours de la police, vont se retrouver dans la fonction publique. C'est possible. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Lorsqu'on voit ce qu'on a dépensé le côté du nord pour Boko Haram, et ce qu'on est en train de dépenser au nord-ouest et au sud-ouest, pour... pas seulement, il faut parler de cette canne qui va nous coûter des milliards. Oui, je suis en train il faut parler de... J'en viens, et la canne. Donc ça fait que c'est de l'argent. Et lorsqu'il y a des voix qui se disent que le trésor camerounais est vide. Est vide, voilà. Non, surtout qu'ils l'ont dit, des gens du ministère des Finances l'ont dit ouvertement, que le Cameroun est dans une grosse difficulté maintenant. Il y a encore quelques temps, on voyait ceux qui font dans les contrats, les marchés publics et tout le reste, qui ont passé le temps à marcher au ministère des Finances parce qu'ils avaient besoin de l'argent qu'ils avaient investi dans les contrats ici et là, et que le ministère des Finances, les représentants du ministère des Finances leur aient simplement dit que oui, c'est bien, mais il n'y a pas l'argent pour pouvoir, Si déjà les caisses du trésor sont vides, vous voulez qu'on les emploie avec quoi? Et là, c'est la grosse difficulté. Vous voulez créer une émeute? Voilà. Écoutez, ce sont des gens qui auront une formation, qui sauront manier de l'arme, maintenant. Et vous pensez que comment est-ce que ça va se passer si demain, après-demain, surtout que certains parents dépensent des fortunes, pour que leurs enfants se retrouvent là-bas ou encore avec une tenue. Dites-moi, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer si on lui dit on ne peut pas commencer à te payer, mais tu es quand même policier, il faudrait que tu attendes et que le gars attende 2, 3, 4 mois sans salaire. Qu'est-ce qui va se passer? Ce serait une révolte. Ça, c'est clair.
Ça, c'est clair. Et déjà même, on va commencer à se retrouver avec des gens qui vont braquer des hommes en tenue. Au lieu d'être les forces de l'ordre, ils vont devenir les forces de désordre. Oh là là. Donc moi je pense qu'il est encore mieux pour le gouvernement de retarder jusqu'à ce que le Cameroun retrouve la stabilité, la stabilité financière, un certain équilibre au niveau du trésor. Mais la question qui revient, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Lorsqu'on sait que... Voilà. Bon, un peu de patience quand même à l'endroit de toutes ces personnes qui ont fait le concours et qui attendent leurs résultats. Une chose est certaine, une chose est sûre, c'est que le Cameroun ne parlera pas d'organiser notre concours de la police sans avoir déjà au préalable donné les résultats de cet autre-là. Alors, si vous êtes parent et que vous avez peut-être un enfant qui a fait ce concours et dont vous n'avez peut-être pas d'informations pour le moment, on vient de vous le dire, on est en train de patienter, on attend, ça fait 6 mois. Encore un peu de temps et peut-être on aura les résultats. Une autre chose quand même qui attire encore notre attention, puisqu'on on est en train de parler des policiers, c'est qu'on nous laisse entendre que je sais pas, au nombre de ceux-là qui sont entrés à l'ENAM ou alors qui ont réussi le concours de l'ENAM, il y avait des militaires qui déjà avaient un numéro matricule. Vous avez écouté ça vous aussi, j'espère? Oui, pasteur Marcel, écoutez, c'est déplorable. Le Cameroun, c'est déplorable. Je ne sais pas, je crois que c'est toujours ces infortunés qui sont en train d'embrouiller l'opinion. Pourquoi je le dis? Parce que comment est-ce que quelqu'un qui a déjà un emploi sollicite un autre emploi dans le même gouvernement, oui. ayant déjà un matricule? Ça ne s'explique pas, c'est juste que on a dit en attendant, on n'était pas peut-être sûr que ça puisse marcher de l'autre côté, et entre-temps on l'a envoyé à gauche, ça a marché, et en attendant que pendant qu'il est là-bas, on se dit bon ben tiens, comme on est on fait tout comme on veut, parce que on a une certaine comment dire, est-ce que je peux appeler ça notoriété, ou bien alors c'est nous qui sommes là, c'est nous qui gouvernons, alors on peut décider de quoi que ce soit, décider de faire comme on veut, et puis personne ne va rien dire. C'est pourquoi on peut retrouver ce genre de choses. En fait, le concours de l'ENAM n'est plus le concours de l'ENAM d'antan. Et c'est pourquoi je dis ça pose beaucoup de problèmes sur nos administrateurs. Ça pose beaucoup de problèmes, pasteur Marcel. On se pose des questions sur les gens qui nous dirigent. Et ça, du coup, ça devient compliqué. D'accord. Parce que ce n'est plus par vocation, ce n'est plus par mérite. Comme quoi c'est plutôt basé sur encore que je discutais encore avec quelqu'un aujourd'hui sur qui tu connais et voilà qui peut dépenser quoi pour avoir. Oui, tu es le père de qui, tu es le fils de qui, qui est ton parent. Voilà sur quoi c'est basé. D'accord. Et Dieu seul sait à quoi est-ce que on s'attend lorsque c'est ainsi. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à ce niveau de l'émission. Nous n'avons pas encore terminé. Nous avons encore un peu de temps à passer ensemble. Nous avons deux points particuliers et plutôt essentiels sur lesquels nous allons élaborer, discuter un tout petit peu avant justement de conclure pour cette autre émission, cette autre édition de Une dans la Cité. Mais avant justement de voir ces deux points, nous allons prendre une autre transition, juste une toute petite transition. Et puis après, on est à vous. Louez Dieu, louez Jésus, louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Louez Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Je dis c'était l'église, je sortais avec 5.
téléspectateurs, nous sommes revenus juste au cas où vous prenez l'émission de cours, c'est Une dans la cité et nous faisons aujourd'hui le tour d'horizon de l'actualité. Nous avons parlé de plus d'un point, nous avons parlé voilà, de cette fameuse question des ordinateurs de nos étudiants. Il y a un moment à préciser quand même qu'il y a une autre vague d'ordinateurs qui doit arriver un temps, je vais dire bientôt. Et voilà, et que ceux des étudiants qui ne l'ont pas reçu vont probablement le recevoir. Sauf qu'aujourd'hui, on a remarqué que ces ordinateurs se retrouvent à l'avenue Kennedy, vendus à seulement 50 000 francs, je précise, lorsqu'on sait que leur coût, ça a coûté au Cameroun 300 000 francs pour un seul de ces fameux ordinateurs. Nous avons poursuivi en parlant justement de la CAF qui, voilà, après avoir fait le tour, sont partis plutôt rassurés, plutôt contents, plutôt satisfaits. Et la grande question pour les Camerounais, c'est satisfait sur la base de quoi? Et quelque chose qui a attiré notre attention en ce moment-là, c'est pourquoi le ministère des Sports, si vous voulez, a refusé que les journalistes justement prennent part à toutes ces visites-là. Pourquoi on n'a pas voulu que les journalistes soient là? Est-ce que c'est parce que la plupart du temps ils disent tout haut certaines choses qu'on préfère cacher, certaines choses qu'on préfère taire? Voilà, on ne saura pas jusqu'aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas permis aux journalistes justement d'aller ou alors d'accompagner ces visites-là ou alors d'être de la partie tout simplement. Nous avons parlé d'autres cas, c'est un espoir pour les routes à Bafoussam, c'est que bientôt on nous laisse savoir et les Chinois voilà, vont nous construire les routes à Bafoussam et voilà, un espoir justement pour toutes les populations lorsqu'on sait que cela va seulement non seulement rendre la ville assez belle, mais voilà, faciliter le transport, faciliter les mouvements et tout le reste. Toute chose, il faut préciser, qui est la bienvenue pour l'économie de Bafoussam. Et voilà. Et on a aussi parlé, je précise, de cet accident de bus survenu à Tchang, ou alors sur la route de Tchang, sur la route allant de Tchang à Douala, il y a encore quelques jours, et qui a coûté la vie à plus de 20 des Camerounais, de nos frères camerounais. Frères et sœurs camerounais, je précise, un peu triste lorsqu'on sait que de cette manière-là, certains Camerounais sont entrés dans l'année 2018 ou alors ils sont partis, voilà, en passant de l'autre côté tout simplement. On partage justement les sentiments de toutes ces familles-là qui ont perdu des êtres chers, chose pas toujours très facile. On a aussi parlé, voilà, de cette dame à Tchang, morte avec son mari français. Voilà, les situations dans lesquelles, ou alors les circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé, nous ont laissé quelque peu perplexes. On nous parle de l'encens qui a été brûlé dans la chambre parce que madame ne parvenait pas à dormir. C'était peut-être pour repousser des démons, sauf si on va nous donner la preuve que l'encens c'est un sédatif, ça fait dormir. Nous n'en avons pas encore la preuve, sauf que là on a perdu deux êtres et que les conditions dans lesquelles ils sont partis sont plutôt terribles. Nous avons poursuivi et voilà, nous avons parlé de l'ENAM, nous avons parlé du concours de la police qui n'est toujours pas sorti. Maintenant, on va aborder les deux derniers points avec lesquels justement on va conclure cette émission et on va parler d'élections. C'est pratiquement sur toutes les bouches pour tous ceux qui veulent entendre et pour tous ceux qui se donnent le choix de discuter. Déjà, vous, pasteur Mgossi, c'est plus que sûr. Les élections en 2018, nous sommes en 2018 et en juin, on précise, c'est déjà assez sûr. Il n'y a aucune information qui laisse peut-être croire ou présager que ce ne serait pas possible de les organiser. On est déjà sûr en ce moment que les élections vont vraiment être organisées en ce moment-là. Non, c'est pas moi qui organise les élections, je ne peux pas répondre à votre question. J'ai juste envie de dire que... Mais bon, voilà. Ce que je peux dire, c'est que presque sur... je sais pas, je ne pense pas, parce que, voyez-vous, organiser les élections, c'est pas... on ne se lève pas du jour au lendemain et puis on dit qu'on organise les élections. Nous savons que nous sommes en année électorale. Nous savons que l'ECAM continue son travail. Maintenant, la question... Vous pouvez déjà quand même préciser le travail que l'ECAM fait. C'est voilà, les cartes de vote, toute personne justement qui s'intéresse de près à la question des élections au Cameroun devrait se faire enregistrer. Voilà. Devrait avoir une carte de vote. Et j'encourage d'ailleurs les Camerounais à y participer. Voilà, comme quoi. Donc, vous avez la vôtre déjà. À s'acquérir, à acquérir une carte de vote. Vous avez la vôtre pour choisir celui-là qui pourra continuer, qui pourra ou alors continuer à gouverner le pays. Voilà. Donc voilà.
Maintenant, Pasteur Marcel, là n'est pas en réalité le problème. Mhm. Parce que, voyez-vous, il est difficile d'organiser les élections dans un pays qui est dans les troubles. Oui. Aujourd'hui, nous avons encore les villes mortes. Mhm. Je vais dire les... Comment on appelle ça? Ah, il faut préciser une sorte de ville morte. Une Et à sorte de Bamenda, ça ville continue morte, de se faire tous les lundis. On nous a Bamenda, fait ça savoir. Voilà. continue à se faire. Mhm. D'ailleurs, je voyais à Mondo Vision la panique là-bas, les élèves qui rentraient, Mhm. les parents qui allaient chercher les élèves dans les salles de classe à cause d'une certaine alerte. Oui. À cause d'une certaine alerte. Mhm. Donc, ça fait que le pays est dans les troubles et on ne saurait, je sais pas moi, organiser des élections si on n'a pas résolu, je veux dire, la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Vous voulez qu'on reste dans la logique ou alors dans le scénario qu'il y a au Congo aujourd'hui, où on sait que le président, qui continue de l'aide justement, et il continue de l'aide sur la base d'une chose, c'est qu'il ne peut pas organiser les élections dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Alors vous voudrez que ça devienne désormais le prétexte au Cameroun, alors parce qu'il y a des problèmes avec Boko Haram, des problèmes au nord-ouest ou au sud-ouest, on n'organise pas les élections, on continue ainsi jusqu'à ce que, voilà, on ait rétabli la paix. Non mais, Pasteur Marcel, la question, le problème avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, c'est un problème qui peut s'arranger. C'est un problème qui peut s'arranger. On l'a dit maintes fois ici. Je crois que le prince devrait appeler ses enfants, ben, venez on discute. Mais venez, on de la discute. question. Sauf que là, nous sommes un peu désolés. C'est quelqu'un qui disait, on parle tout le temps de faire le dialogue, on parle de dialoguer, et sauf que ça reste au bout des lèvres. Jusque-là, dans la pratique, il ne s'est rien passé du tout. Encore que lorsqu'on veut Justement. discuter ou dialoguer, il faudrait quand même qu'on s'accorde sur les termes justement qui vont constituer le dialogue ou la discussion. Alors il s'est fait qu'entre gouvernement et ceux qui sont de l'autre côté, on ne parvient pas à s'accorder sur ces points-là. Alors on dialogue sur la base de quoi, à votre avis? Pasteur Marcel, on ne dialogue pas avec quelqu'un lorsque on commence d'abord déjà premièrement à le traiter de terroriste, par exemple. On ne dialogue pas avec quelqu'un avec qui on déclare la guerre, parce qu'il va prendre peur. Il va se dire, ben, tiens, il a déjà déclaré la guerre, qu'est-ce qui me dit que en allant là-bas, je ne vais pas, il ne va pas, ce ne serait pas un piège, ce ne serait pas un guet-apens pour... Donc voilà, moi je pense que les choses doivent être vues d'une autre manière. Mais si nous devons, en réalité avoir les élections en 2018, Oui. je crois qu'on devrait on devrait prendre la question de nos frères de l'autre côté un peu plus au sérieux. Au sérieux, voilà. Mieux que c'est fait actuellement. Je ne dis pas que c'est pas pris au sérieux. Je ne dis pas que on le fait. En fait, il n'y a pas certaines avancées, mais Voilà. je dis qu'on devrait faire mieux que ça. Vous invitez à plus d'efforts encore. J'invite à plus d'efforts. Excusez-moi, dites-moi un peu. Si, supposons que vous avez un parti politique et que voici, les campagnes sont ouvertes. Dites-moi, comment est-ce que vous allez faire pour vous retrouver là-bas? Si par exemple c'est un jour où il y a les villes mortes, vous allez demander aux gens de sortir de chez eux? Non, mais jusque-là, les gens Vous allez vont... faire sortir les gens par la force? Jusque-là, les gens vont et viennent de cette localité-là. Encore qu'il faut préciser, hein, ce ne serait pas une nouveauté au Cameroun. Les affaires des élections n'intéressent pas en général tous les Camerounais et ils sont peu nombreux à voter. Peu nombreux justement à s'inscrire sur les listes électorales, un peu comme pour dire que, et beaucoup de gens s'accordent à le dire aussi, que si le nord-ouest et le sud-ouest choisissent de ne pas s'intéresser à la question des élections, ce ne serait pas une grande nouveauté tout simplement. Les élections vont être faites et celui qui aura gagné va, voilà, Mais présider. on ne saurait considérer, Pasteur Marcel, des élections en excluant deux régions. Non, on ne les a pas exclus. Puisqu'en ce moment, les camps, comme vous avez dit, ils sont en train de travailler au nord-ouest ou au sud-ouest, et les gens, chaque jour, se font enregistrer sur les listes électorales. Comme quoi, au jour des élections, il y a des gens qui vont s'intéresser à la question du vote, tout simplement. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on parle d'exclure le nord-ouest ou le sud-ouest, sauf que à ce jour-là, si vous voulez, s'ils choisissent de ne pas sortir, ça ne posera pas de problème nécessairement sur la question de l'organisation de ce vote-là. Non, mais là, je crois qu'il y a un problème, et c'est un problème de fond. Choisir, en fait,
si on a personne qui sort voter ce jour, excusez-moi, pasteur Marcel, c'est qu'il y a un problème. Je pense pas que on puisse, si on dit nord-ouest, personne n'a voté. Non, mais à votre avis, vous pensez qu'on va valider ces élections? Non, ils vont être validés. On a vu des élections dans certains pays où la tendance était vraiment faible, mais on a considéré ceux qui ont voté dans. Vous pensez que si on venait dans la ville de Bafoussam, on dit élection et que les gens doivent voter, personne n'est inscrit sur la liste électorale, et peut-être on a un très faible taux au niveau des votes, le vote ne va pas être validé parce que les gens n'ont pas voté. S'ils ont choisi de ne pas le faire, c'est un choix libéral. C'est différent lorsqu'on sait, peut-être différent du fait que l'État ou alors ceux qui sont en place auraient simplement refusé d'organiser ces élections. Déjà les organiser, c'est un pas, mais que la population n'ait pas l'engouement d'aller voter, ça c'est autre chose qui, à ma foi, ne va pas nécessairement influencer sur le fait que les résultats soient pris en compte ou pas. Pasteur Marcel, je le dis et je pourrais peut-être me répéter. Écoutez, aussi longtemps que le pays est dans les troubles, les questions de vote sont mises entre guillemets. Entre guillemets. Oui. C'est mis entre guillemets parce que le pays, pour qu'il y ait vote et pour qu'il n'y ait pas par exemple, le candidat, par exemple, je peux prendre quel cas, par exemple, si on a un candidat qui vient du nord-ouest. Sauf qu'on a un quand même déjà à si Kérémouna. On a un ou alors deux candidats qui viennent du nord-ouest et que, comment dire, la population du nord-ouest est incapable ou alors ne peut pas sortir pour voter, alors ça pose déjà sur la base problème. sur la base de quoi ne sortirait-il pas pour voter? Parce que le gouvernement leur aurait interdit de le faire ou parce qu'ils auraient choisi de ne pas sortir? Et c'est où sur la base de quoi, pasteur Marcel, il y a les villes mortes là-bas? Ce qui organise les villes mortes, jusqu'ici je crois. crois. Excusez-moi, pasteur Marcel, c'est ça qui est le réel problème. Ne faisons pas comme si on ignorait le problème de nos frères. Non, et d'ailleurs, c'est le problème que tous les Camerounais, c'est le problème qui meurt sur le cœur de tous les Camerounais. Ils ont juste été un petit peu courageux pour mettre un certain nombre de revendications sur la table. Sur la table. Donc, voilà un principe. Donc, on ne saurait aller dans les urnes oubliant un certain nombre de choses, faisant comme si les gens n'existent pas. Okay. Mais je vous dis, si le nord-ouest et le sud-ouest ne sortent pas pour aller voter ces élections, demandez à n'importe quel juriste, il va vous dire que ces élections ne seront jamais validées. Non, une chose est certaine, c'est qu'ils vont sortir pour aller voter. Et je sais pourquoi je le dis, parce que à l'annonce de la candidature justement de M. Akérémouna, on a fait le tour au nord-ouest et au sud-ouest, qu'on posait la question aux gens de savoir est-ce que voilà, il est déjà présidentiel, est-ce qu'il pourrait le voter? Mais ils sont nombreux à s'intéresser à la question et je pense qu'ils sont nombreux ce jour-là qui vont sortir et saisir peut-être l'opportunité de changer une ou deux choses et peut-être saisir cette opportunité comme pour, je sais pas, attirer de plus amples manières l'attention, si vous voulez, non seulement de tout le reste des Camerounais, mais aussi, si vous voulez, de la communauté internationale. Comme quoi, vivement que les élections arrivent pour qu'on manifeste vraiment qu'est-ce qu'on pense vraiment dans ce pays. Ok, je vous suis très bien, mais ce sont ces mêmes populations qui, vous l'avez dit ici, créent des villes mortes tous les lundis. D'accord. Sauf que moi, je crois que... sauf que c'est à leur initiative propre, pas la responsabilité du gouvernement, parce que je pensais... Le gouvernement, écoutez, le gouvernement n'a jamais créé une ville morte. C'est parce que le peuple a des revendications que on peut avoir des problèmes de ville morte. Ok. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi, les villes mortes viennent parce que il y a un problème. C'est comme ça que ça se passe. Allez dans n'importe quel pays, peut-être venant même du gouvernement ou alors venant du peuple. Oui, il y a ville morte parce que il y a un problème. Il y a une situation qui ne
qui ne satisfait pas les uns et les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre cette situation. Et si tout le monde est égal sur une table, alors on peut aller dans les bureaux de vote en toute sérénité. Je crois que si on analyse cela de cette manière, il n'y aura nécessairement plus d'élection au Cameroun. Parce que si on attend de dialoguer d'abord, si on attend de mettre certaines choses en place avant justement d'aller aux élections, je ne pense pas que ce serait vraiment possible. Une chose est certaine, c'est qu'ils ne sont pas prêts à dialoguer. Ils ne sont pas prêts à concéder quoi que ce soit. Je n'entends pas par île des étrangers, je dis nos autres frères de l'autre côté. Bon, vivement que les solutions soient trouvées. Mais laissant ça de côté, lorsque vous regardez peut-être dans la ville de Bafoussam et peut-être partout ailleurs, est-ce que vous voyez que ces élections attirent l'attention de plus d'une personne? Est-ce que les gens voient en cela un certain espoir? Et parce que c'est un espoir, et il y a un certain engouement, par exemple, pour le fait de vouloir s'inscrire sur les listes électorales et tout le reste. Bon, excusez-moi, peut-être je peux me tromper, mais engouement, je ne peux pas parler encore d'engouement parce que les campagnes ne sont pas encore lancées. Oui. Les campagnes ne sont pas encore lancées, mais je dirais que toutefois les Camerounais sont sceptiques. Pourquoi les Camerounais sont sceptiques? Simplement parce que longtemps on a trompé les Camerounais. Il n'y a jamais eu des élections transparentes, libres et transparentes, comme on le dit. Si même déjà au niveau si on pouvait avoir des élections comme vraiment dans la démocratie, où si le Camerounais qui est au nord, lorsqu'il vote, on voit, tout le monde peut voir sur son écran sa voix de vote. Alors on peut commencer à espérer à une certaine démocratie qui est en train de germer du sol. Et sauf que là, ça nous coûtera plus de 50 milliards pour organiser ce type d'élection. Plus de 50 milliards, allez voir les douaniers. Allez voir les douaniers, vous revenez à la fameuse question des douaniers. Voilà. Allez voir les douaniers, ils vont financer. Allez voir ceux-là qui nous ont acheté les notebooks que nous allons rembourser à près à 150 milliards. Alors on pourra faire l'affaire. Voilà. Bon, mais quand même, revenant à la question, mis à part les crises anglophones, mis à part l'attaque avec Boko Haram de l'autre côté, est-ce qu'il y a un autre facteur qui aujourd'hui pourrait justement empêcher la bonne organisation de cette élection-là? Le facteur qui pourra empêcher la bonne organisation de ces élections, ce n'est que la supercherie. Ce ne serait que ces personnes-là qui vont vouloir truquer les dés. Écoutez, une élection est bonne lorsque les dés n'ont pas été truqués. Voilà. Si les dés sont truqués, alors l'élection n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas du tout bonne. Ce n'est pas le choix du peuple. D'accord. C'est pas le choix du peuple. Mais selon vous, selon j'ai envie de dire votre vision justement de ce pays et tout le reste, qu'est-ce qui est le mieux pour le Cameroun? Qu'on organise nos élections en 2018 et que voilà, celui qui va continuer de régner, ou alors la nouvelle personne qui sera là, voilà, vienne et continue le travail, ou alors vous persistez, vous signez. Il faudrait qu'on ait rétabli la paix au nord-ouest, au sud-ouest et avec Boko Haram avant de penser aux élections. Écoutez, avant de donner mon avis, je dirais que ça irait même en faveur du gouvernement actuel de chercher d'abord à régler les questions de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest avant d'aller aux élections, avant d'aller aux urnes. Mais maintenant, la question est de savoir si C'était encore quoi la question? Oui, de savoir s'il y a un autre facteur qui pourrait voilà, tout simplement empêcher que les élections aient lieu. Mais je vous l'ai dit déjà, que c'est empêcher que les élections aient lieu. S'il y a un autre facteur, je ne pense pas. D'accord. Selon moi, maintenant, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne vois pas comment, je ne donne que mon analyse. Je ne donne que mon analyse. Selon moi, la seule chose qui pourrait empêcher les élections, c'est comment dire, ce problème avec nos frères, voilà. de l'autre côté. D'accord.
Chers téléspectateurs, nous arrivons à ce moment. Ah, les finances aussi. Les finances, ok. Le problème des Le finances. problème de finances. Bon, nous ne sommes pas à notre première organisation d'élection au Cameroun. Mais sauf que je crois que cette fois. Cette fois-ci, le trésor est vide, à moins qu'on ait encore. Non, en général, c'est les bailleurs de fonds qui payent. À moins qu'on ait encore fait un emprunt quelque part. On a rarement organisé les élections voilà, en utilisant notre argent propre. Les bailleurs, ils sont prêts, ils vont payer encore et on va les organiser. Et le gagnant va gagner tout simplement. On parle d'élections, on va quand même, avant de conclure cette émission, puisque nous parvenons à la fin, sortir du pays, aller quelque part vers le Zimbabwe. Ça fait quand même un moment qu'on n'en parle pas. Et on nous dit quelque chose au Zimbabwe de très particulier, c'est que l'actuel président, et on sait dans quelles conditions il est devenu président, a proposé ou alors se donne d'organiser les élections dans 5 mois. Alors ça attire l'attention de plus d'une personne, comme quoi ce qui l'intéressait le plus, ou alors ce qui l'a intéressé dans le coup d'État plutôt réussi au Zimbabwe, ce n'était pas parce qu'il était pleinement assoiffé du pouvoir, mais parce que, voilà, comme la plupart des Zimbabwéens, on avait besoin d'une transition, on avait besoin du sang neuf, on avait besoin d'une autre figure à la tête du gouvernement. Alors beaucoup de gens traduisent par la bonne foi ou par une certaine bonne foi justement ces décisions qu'il a pris d'organiser les élections dans 5 mois. Et j'espère que vous le voyez du même œil aussi. Je vais poser une question au pasteur Marcel. Est-ce qu'il est possible que l'ancien président puisse se représenter? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, quels sont les... Comment dire? Quels sont les candidats qu'il a en face de lui? Le tout n'est pas de dire qu'on organise les élections en 5 mois. Quels sont les candidats qu'il a en face de lui? Est-ce que lui-même, en organisant les élections, est-ce qu'il se met de côté? Non, il ne se met pas de côté, bien sûr. Il se présente comme candidat et avec probablement plus de chances que les autres de gagner, sauf que beaucoup de choses sont encore possibles dans le Zimbabwe d'aujourd'hui. Mais mais il faut quand même déjà traduire cela par une certaine bonne foi qui veuille, voilà, une fois qu'il a pris le pouvoir, organiser des élections qu'on pourra peut-être, lorsque ce sera... Bonne foi, excusez-moi, pasteur Marcel, je ne trouve pas, mais c'est juste une manière de vouloir effacer dans la tête de l'opinion publique ce coup d'État. Comment dire, est-ce qu'on peut appeler un coup d'État passif ou alors un coup d'État, je sais pas moi, un coup d'État de la plus belle des manières, je vais dire d'une manière douce. Douce, voilà. Voilà, donc c'est pour effacer en mémoire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce n'est pas réellement organiser les élections. Ce n'est pas réellement organiser les élections. Mais bon, tant mieux. Ça va quand même permettre que la scène politique voilà. Puisse se mouvoir. Il faut quand même dire que beaucoup d'autres personnes trouvent en cela le moyen pour lui de vraiment asseoir, si vous voulez, sa notoriété, qu'au final il puisse dire j'ai été élu, c'est pourquoi je suis là, parce que beaucoup de gens disent qu'il a dû forcer la main, il a peut-être forcé la porte avant de se retrouver où il est aujourd'hui, et qu'organiser les élections, et selon tous ceux qui analysent, il va nécessairement gagner. Ce serait quand même le moyen pour lui d'affirmer devant la communauté internationale j'ai été élu par mon peuple, et puis voilà. On va oublier l'affaire du coup d'État et puis on aura à la tête du Zimbabwe un nouveau président. C'est ce que je suis en train de dire, pasteur Marcel. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, il veut montrer, j'ai parlé de l'opinion publique internationale. Il faudrait qu'on efface cette, comment on appelle, cette histoire de coup d'État dans les têtes des gens, voilà. Et que le gars se présente comme étant choisi et élu de son peuple. Voilà. Voilà en réalité le but pour lequel il organise les élections. Il n'organise pas les élections pour perdre. D'accord. Il n'organise pas les élections pour perdre. Et voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés finalement, peut-être en fin d'émission. Pas peut-être, nous sommes arrivés en fin d'émission. Nous avons discuté sur plus d'un point. Nous avons essayé de toucher pratiquement tout ce qui intéresse les personnes au Cameroun dans l'actualité. Et voilà, on a dit ce qu'on a pu dire et on ne l'a pas fait sans vous. Vous avez été des nôtres. Merci encore pour tout l'attachement et la fidélité justement que vous manifestez à cette émission. Merci encore parce que vous avez été là. C'est grâce à vous on est là. C'est avec vous, c'est pour vous.
On veut ici, avant de partir, vous souhaiter un très bon week-end. On sait qu'on est vendredi. On veut surtout vous souhaiter de bien vous reposer, voilà, de prendre peut-être un peu de recul face à toute autre chose qui se passe autour de vous. Le week-end est là, reposez-vous, mangez comme vous pouvez et voilà, et visitez le Seigneur dans ses églises, partout où vous pouvez vous rendre justement. Je vous laisse le soin de dire, peut-être souhaiter bon week-end aux téléspectateurs, Pasteur aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon week-end à tous les téléspectateurs de la Living Water Channel, Voilà. et tous les internautes qui nous suivent. Je voudrais souhaiter un très bon week-end au promoteur qui est mon papa, le révérend Charlie Kemetia. Et je voudrais inviter tous ceux-là qui nous suivent, qui sont à la recherche de la solution, à la recherche d'une voie qui n'est pas tortueuse, d'une voie qui a la lumière. Là où ils sont dans les ténèbres, je vous invite simplement à passer le culte avec nous. Dimanche à la cité de célébration, le culte commence à 9h précise. Venez et vous ne serez pas déçus. Ok, d'accord. Moi, pour ma part, non, pas seulement pour ma part. Une heure dans la cité, c'est pour lundi. On se retrouve lundi à 19h30. Et en ce qui me concerne, je serai encore avec vous demain à 19h exactement. Pas 19h30, demain samedi à 19h. Ce serait la clinique du docteur Marcel et nous allons discuter voilà, de plus d'une chose. Le rendez-vous est pris. Je serai là et j'espère pour vous que vous serez là aussi. Voilà, Dieu vous bénisse jusqu'à ce qu'on se voie demain à 19h. Bye bye.